Je vous propose de continuer dans ce podcast l'analyse de l'évolution des idées de Fukuyama entre les 2 décennies qui séparent la publication de la fin de l'histoire en 1992 et la publication du début de l'histoire en 2012. Dans les 2 décennies donc qui suivirent la publication de la fin de l'histoire, sa thèse, qui n'avait manifestement pas cessé de passionner et d'être citée, a été critiquée. On lui a objecté la montée des intégrismes et de l'islamisme radical, d'Al-Qaïda, de l'État islamique, etc., du mouvement islamique du Turkestan oriental, dont nous aurons à reparler parce qu'il concerne évidemment la question du Xinjiang. On lui a reproché ces éléments comme des événements antidémocratiques et antilibéraux significatifs émergeant dans l'histoire. Ce ne sont pas des épiphénomènes. Par ailleurs, Samuel Huntington, dans Le choc des civilisations, dénombre sur la Terre 8 systèmes multipolaires de civilisation qui complexifieraient le modèle manichéen de Fukuyama. Insistons également sur l'objection philosophique de Derrida dans Spectre de Marx. Fukuyama traite plutôt la fin de l'histoire comme une formule qui l'illustre que comme un concept dont il démontrerait la logique philosophique. Selon Derrida, elle n'a pas été comprise. La fin ne désignait pas dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel un terme ou un arrêt, mais un but au sens grec du télos, et ne devait donc pas être comprise en un sens étroitement historique, temporel ou factuel, mais plutôt comme une idée, comme un concept qui se réalise dialectiquement à travers des contradictions historiques, dont l'interprétation pose d'ailleurs des problèmes que Fukuyama ne discute pas. Pour Hegel, ces contradictions trouvent leur solution dans la forme de l'État moderne, tandis que pour Marx, la méthode dialectique pronostique l'abolition de l'État dans l'avènement d'une société sans classe. Le différent méthodologique essentiel qui oppose Marx à Hegel, consistant dans la contradiction entre l'idéalisme et le matérialisme, n'est pas du tout discuté par Fukuyama au niveau des concepts philosophiques, mais seulement au niveau factuel, historique, Fukuyama se contentant de compiler des dates et des chiffres. Tentant cependant d'intégrer certaines objections, Fukuyama publie Le début de l'histoire, comme je le disais, donc en 2012, un ouvrage dans lequel il persiste et signe. Il retourne notamment en argument pour l'objection de l'islamisme radical, qui se discrédite par sa violence et ne constitue pas, selon lui, un contre-modèle raisonnable et légitime. Fukuyama nuance les modalités de l'avènement de la démocratie libérale. Ce n'est finalement pas un processus mécanique, mais plus complexe, qui souffrira d'agressions extérieures et de moments de régression, nous dit-il. Fait notable, cependant, et qui tient peut-être à la connaissance que Fukuyama a pu avoir de la perméabilité de la société civile chinoise à l'idéal de la démocratie libérale, il intègre organiquement la Chine dans son nouvel argumentaire. La Chine se voit décerner la paternité de l'idée moderne de l'État, par Fukuyama, bien que résumée à la bureaucratie impersonnelle et au gouvernement par la loi. Elle y est donc étonnamment, mais tout de même incluse, malgré les doutes des détracteurs de la dictature du parti, comme l'origine, dans une histoire de longue durée, d'un grand mouvement qui conduit à la forme la plus accomplie de l'État, la démocratie libérale. Herméneutique subtile chez Fukuyama, bien que le choix de la dynastie Song eût sans doute été plus judicieux, comme je l'ai moi-même défendu, et comme le défend évidemment Jacques Gernet, dans Le Monde chinois. Je vous renvoie aux podcasts qui lui ont été consacrés. On peut se demander si le propos de Fukuyama n'est pas plutôt un plaidoyer pour la conversion démocratique que l'exposé scientifique d'une hypothèse soumise à l'analyse. Puisque notre propos est d'analyser les éléments essentiels d'une construction des images de la Chine, nous reviendrons sur ce point
et nous verrons comment l'historien sinologue Jacques Gernet permet d'interroger le concept de modernité. On se doute déjà, puisqu'on évoque la dynastie Song, que ce sont des valeurs et des fonctionnements institutionnels qui la définissent, sans recours au concept anachronique de démocratie. Il est donc discutable d'en faire la pierre de touche de la modernité. Première conclusion, mais allons plus loin. L'année 2012 et les années qui ont conduit Xi Jinping à la réalisation du premier objectif de centenaire en 2021 devaient sonner comme un démenti ou un coup d'arrêt à toute théorie d'une consécration globalisée du modèle de la démocratie libérale. L'arrivée au pouvoir de Xi Jinping ne réfute pas simplement la pertinence du modèle de la démocratie libérale pour la Chine et la promesse d'une fin imminente de l'histoire. En développant le modèle d'une gouvernance à la chinoise, avec sa démocratie socialiste et sa communauté de destin pour l'humanité, Xi Jinping repense l'histoire à partir d'objectifs de moyen et long terme, mais non plus à partir d'une promesse eschatologique. Le sens chinois de l'histoire n'est pas déjà écrit. Ce que Xi Jinping appelle destin, Mingyun en chinois, n'est pas l'avènement d'un télos se réalisant irrésistiblement dans l'histoire, une fatalité à laquelle l'humanité n'aurait qu'à s'adapter enfin ou à consentir. Pour Xi, ce destin historique et son succès ne dépendent que des choix, des volontés, mais aussi des luttes et des engagements d'une foi dans la justice socialiste. Rien n'est joué d'avance. Aucun dieu n'y apporte son secours ou sa légitimation. Si la conception socialiste de l'histoire relève d'une certaine spiritualisée, elle n'est pas de type eschatologique, mais plutôt, comme on en fera l'hypothèse, de type vitaliste, spinoziste. Je reviendrai sur ce point évidemment dans de futurs podcasts consacrés à l'usage que je fais de Spinoza ici pour une herméneutique de la politique chinoise. En effet, ce qui donne sa force à ce destin, c'est la puissance vitale, la force d'exister, le conatus, comme dirait Spinoza. C'est dans cette force d'exister que l'histoire socialiste chinoise trouve son sens. Le sens de l'histoire n'est pas dans sa fin future, mais dans cette fin immanente qui consiste, sous les objectifs pragmatiques de centenaire qui sont affichés, dans le rayonnement de cette puissance, son rayonnement, Hongyang en chinois. Il ne s'agit pas d'une fin chronologique de l'histoire, mais d'une fin ontologique. Il s'agit de durer, d'être, de vivre au sens le plus fort du terme. Nous y reviendrons avec Spinoza. Xi Jinping, loin d'être le nouveau Gorbatchev, l'artisan des funérailles du communisme qu'on avait d'abord voulu voir en lui, apparaît plutôt comme un nouveau Mao. Dès la répression du mouvement des constitutionnalistes en 2012-2013, il apparaît comme un nouveau Mao, capable d'assurer la projection du socialisme à la chinoise vers l'avenir. L'affirmation nouvelle de cette foi spécifique est d'autant plus incompréhensible pour les observateurs que ce retour est constamment qualifié de nouveauté, ce qui est tout à fait paradoxal et brouille la compréhension. Ce qui est en effet nouveau, c'est d'avoir rompu avec la stratégie du profil bas, initiée par Deng Xiaoping. C'est d'être entré dans une phase d'affirmation qu'on aurait tort de réduire au compromis maladroit d'un socialisme dépassé et d'un capitalisme triomphant, comme un effort pitoyable, si vous voulez, pour contenir le courant impétueux d'une histoire dont le sens serait entendu. Donc je crois, et ce sera finalement ma conclusion là-dessus, que rien n'indique plus que nous vivions la fin de l'histoire telle que Fukuyama l'a comprise, et que les diagnostics de faillite et les pronostics de conversion du contre-modèle chinois soient toujours pertinents. Du communisme de Mao au socialisme à la chinoise de la nouvelle ère de Xi Jinping, le régime chinois moderne réussit, bon an mal an, à s'installer dans la durée. Je ne dis évidemment ni que c'est bien ni que c'est mal, mais que c'est un fait avec lequel il faut
composé qu'il faut regarder en face. Il y a une solution chinoise, Zhongguo Fang'an. Et s'il y a bien une solution chinoise, c'est-à-dire une efficacité du socialisme à la chinoise, ne vaut-il mieux pas, pour reprendre les termes de la préface de l'idéologie allemande, faire l'hypothèse d'une fin de la préhistoire plutôt que celle d'une fin de l'histoire ? Sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire proclamée par la rhétorique libérale, ou vivons-nous plutôt en Chine la fin d'une préhistoire qui ne serait, selon Philippe Barré, que l'histoire de notre fin? Je renvoie à Philippe Barré, N'ayez pas peur de la Chine, paru en 2018. C'est-à-dire la fin du capitalisme comme système économique financier fondé sur la propriété privée des moyens de production et d'échange. Le prétendre, c'est considérer que la Chine socialiste est la première alternative crédible au capitalisme, comme le dit Jean-Louis Beffa dans La Chine, première alternative crédible au capitalisme, paru en 2018. C'est l'hypothèse qu'il nous faut examiner. Ce n'est pas en termes eschatologiques que la Renaissance chinoise a formulé le problème de l'histoire, mais en termes de cycle de renouveau, Fuxing, selon le terme employé par Xi Jinping par exemple, dans Construire ensemble une communauté de destin pour l'humanité, dans la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies, voyez au tome 2, page 669 de la gouvernance de la Chine. Xi Jinping pense plutôt en termes de cycle de renouveau, de régénération. À la fin du tome 2 donc, de cette gouvernance de la Chine, on lit ce propos. Je cite, « Le début d'une nouvelle année marque le renouvellement de l'univers. » Le choix de célébrer le renouveau nous ramène encore à la question du sens de l'histoire. Finir un recueil de discours, c'est le 2e tome de la gouvernance de la Chine, n'est-ce pas? En ouvrant la réflexion sur le thème d'un renouveau, à l'heure où la communauté internationale est hantée par le problème de sa fin, de la fin de l'histoire, désormais plus encore au sens de sa disparition par le dérèglement climatique et la 6e extinction biologique des espèces, qu'au sens de son but, eh bien, c'est choisir d'oser un autre narratif. Parler de renouveau ou de renaissance, comme le fait Xi Jinping, c'est prendre ses distances vis-à-vis de tout aboutissement de l'histoire, de la théologie historique qui avait identifié la modernité avec l'accomplissement d'une fin. Et voilà donc comment, me semble-t-il, Xi Jinping répond, sans jamais le citer, à Fukuyama, à tous les chantres de la fin de l'histoire et aux apologistes de la démocratie libérale. C'est la fin de ce cycle de podcasts sur le sens et la fin de l'histoire. Je vous propose de continuer cette réflexion sur l'histoire, mais autour de la question de l'accélération de l'histoire. Une hypothèse très en vogue chez les marxistes héritiers de l'école de Francfort. À très bientôt donc, et d'ici là, belle journée à tous.